Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, bienvenue en cette première semaine du mois de mai, complète en bourse en cette semaine qui voit une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis qui sera majeure ce mercredi 7 mai avec beaucoup d'attentes et beaucoup de pression massive avec les mots, la communication. Pression massive de Donald Trump sur Jérôme Powell. Jérôme Powell va-t-il craquer ce mercredi 7 mai? Il est très peu probable, voire improbable, que Jérôme Powell reprenne la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Je vous rappelle qu'il y a eu 4 baisses de taux l'année dernière de la part de la Fed. D'ailleurs, il y avait eu un jumbo Fed cut. Le taux de la Fed est stabilisé et ne baisse plus depuis le début de l'année, alors que d'autres banques centrales majeures, notamment la BCE, elle est carrément revenue au taux neutre. D'ailleurs, regardez l'explosion à nouveau des crédits immobiliers. D'ailleurs, les prix immobiliers sont stabilisés en France parce que la production de crédits bancaires rebondit. C'est un autre sujet. Nous parlons ici des États-Unis. Semaine, oui, décisive. Lâchons le mot, lâchons l'adjectif. Semaine décisive. Jérôme Powell est sous une énorme pression. Donald Trump veut la baisse des taux, veut du rate cut. Et Jérôme Powell et Donald Trump ont l'histoire derrière eux. Il y a déjà eu un précédent. Souvenez-vous, vous étiez soit très jeune, peut-être pas né d'ailleurs, ce qui est mon cas. Moi je suis né en 1982. Je suis né le 7 novembre 1982, de l'an de grâce 1982, et donc 10 ans auparavant, Arthur Burns, patron de la Fed, avait été mis sous pression par le président Nixon, qui lui a eu des affaires aussi d'ailleurs. Mais bref, c'est parce que Nixon a mis une pression de psychopathe sur Arthur Burns. Il l'a pas viré, il n'a pas menacé de le virer, enfin en tout cas pas officiellement. Mais il voulait des baisses de taux. Et Burns a cédé, il a baissé les taux. Nixon a été réélu. Bon, il a dû démissionner un an après. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, si Trump n'a pas le pouvoir de virer Powell d'ici février 2026, la fin de son mandat, sauf pour une cause dite valable, donc une faute vraiment lourde, une énorme boulette, le fait de ne pas s'entendre en termes de politique monétaire, un désaccord, voilà, je cherche mes mots, un désaccord de politique monétaire. Bon, alors dans tout ça, est-ce que le cours du Bitcoin sera en mesure d'atteindre les 100 000 $ d'ici le 31 mai, donc ça peut très bien consolider d'abord, puisque je vous rappelle que le nouveau support, c'est 90-92, en fait la partie basse de l'ancien range que nous avons réintégré. Est-ce que le cours du Bitcoin sera en mesure, il n'y a pas de T, de rejoindre les 100 000 $ d'ici le 31 mai? Eh bien, moi je pense que peu importe ce que vous observez dans la séance d'aujourd'hui, peu importe ce que sera la tendance de Bitcoin cette semaine, je pense que oui, il sera à 100 000 $ d'ici la fin du mois de mai. Alors, en fait, si je redeviens un peu sérieux, mon œil me gratte, si je redeviens un peu sérieux, cette semaine, il y a un communiqué de presse de Jérôme Powell. Alors, il n'y a pas de mise à jour des projections macroéconomiques. Jérôme Powell, l'économie américaine, quoi qu'en disent les collapsologues, résiste. Regardez le dernier rapport sur le marché du travail américain. Le taux de chômage ne bouge pas. L'économie américaine crée des emplois. La désinflation a repris la direction du Sud. Je suis désolé. Ne me parlez pas de seconde vague d'inflation. Regardez simplement les données. Regardez même le prix du pétrole. C'est le Sud. Mais, même si l'inflation PCE et l'inflation CPI ont repris la direction du Sud, ce n'est pas encore suffisant pour permettre à la Fed de reprendre la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Alors, si franchement Powell baisse les taux cette semaine, c'est que là, il a craqué. La pression était trop forte. Moi, je pense qu'il peut peut-être craquer dans le communiqué de presse. En ouvrant la porte à toutes les fenêtres. En ouvrant la porte à peut-être, sait-on jamais, si. Pourquoi pas le 18 juin ou dans la réunion de la fête de juillet pour baisser les taux. D'ici là, il y aura des nouvelles statistiques sur l'emploi, l'inflation, sans oublier la diplomatie commerciale qui est en cours. Ça négocie. Ça négocie aussi entre la Chine et les États-Unis. C'est long, mais ça négocie. Donc tout ça sera important.
et la conférence de presse de Jérôme Powell. Il va être harcelé de questions. Harcelé de questions. Les journalistes vont lui poser plein de questions, notamment sur sa relation avec Donald Trump. Monsieur Powell, est-ce que vous passez encore des nuits sereines? Sachant que les yeux perçants, je sais pas, de Donald Trump vous fixent. Et dites-vous bien une chose, c'est que cette semaine, Trump va se lâcher. Il va commenter dans tous les sens ce que Powell et la Fed vont nous dire mercredi. Et si c'est trop restrictif, Trump va s'énerver. Croyez-moi. Bon, tout ça, c'est l'intérêt des fondamentaux qui sont juste devant nous. Voilà, on va pas s'ennuyer. Maintenant, pour le BTC, grosse zone support 90-92K. Quand je parle en K, je parle en dollars. Hein, donc forcément, si vous regardez le BTC en euros, vous n'avez pas les mêmes niveaux que moi. En plus, le taux de change euro-dollar a vraiment progressé depuis le début de l'année. Hein, passé d'un 0,5 à 1,13, 1,14. Bon, donc moi je m'exprime que en dollars. Et oui, je pense que d'ici le 31 mai, on ira chercher les 100K. Donc c'est parti, on fait le point. Il faut aussi un gros point technique. Bienvenue à la nouvelle édition du Cryptost Technical Briefing. Le choc de volatilité en bourse du début du mois d'avril sur fond de guerre commerciale a créé de nombreuses opportunités d'acheter à bas prix. La remontada des prix qui a suivi a fait redoubler l'activité des pirates en ligne. Ces malfaiteurs en veulent à votre portefeuille boursier, ils en veulent à vos cryptos. Il est hors de question que l'un d'entre eux s'accapare vos bitcoins. Il vous faut une ligne de défense féroce. Votre première ligne de défense, c'est le mot de passe. C'est ici que NordPass intervient. NordPass de NordVPN, qui vous génère des mots de passe introuvables, qui vous les stocke, qui stocke aussi vos cartes de paiement crypto. NordPass analyse le web et vous alerte si vos données personnelles sont déjà compromises. Aucune armée, historiquement, n'a été victorieuse avec une unique ligne de défense. Il vous faut une défense en profondeur. C'est ici que Protection Anti-Menace Pro de NordVPN intervient. Vous savez, les malfaiteurs sont malins. Piratage de Wi-Fi public, sites malveillants, liens malveillants, hameçonnage, et j'en passe. NordPass bloque toutes leurs tentatives, tous leurs stratagèmes, et vos données personnelles sont 100% chiffrées. Pas d'inquiétude, NordVPN, c'est le VPN le plus rapide du marché. Vous pouvez connecter jusqu'à 10 appareils en même temps. Alors, chers amis, foncez, suivez en description mon lien exclusif, j'insiste, mon lien exclusif. J'ai pour vous 4 mois d'abonnement offerts sur tous les abonnements NordVPN de 2 ans, naturellement. C'est satisfait ou remboursé. Pendant 30 jours, alors foncez. Alors la Réserve fédérale des États-Unis, c'est le temps fort fondamental de la semaine, quand bien même ça créerait de la volatilité, car clairement, on voit mal Jérôme Powell se coucher devant Donald Trump. On n'a pas les raisons macroéconomiques, alors peut-être qu'il y aura des ouvertures dans le communiqué de presse, je vous montre ça dans un instant, tout ce qu'il faut suivre, mais je précise tout de suite ma pensée, quand bien même, et ça fait déjà un quand bien même de trop, ça créerait de la vol jusqu'à la mi-mai, je pense qu'on finira le mois autour des 100K, et encore une fois, il y a de la place technique pour retracer. Impossible de prédire ce que fera le rythme de marché à très court terme. Mais le support, c'est 89-90K dollars. La partie basse de l'ancien range qu'on a été réintégré. Si ça chasse un peu de liquidité, pas d'inquiétude. Bon, l'enjeu, bien sûr, c'est de ne pas repasser sous ce seuil. Moi, je pense que ce ne sera pas le cas et qu'on ira chercher les 100 d'ici le 31 mai. Si ça doit se faire que le 29, le 30 et le 31, eh ben ça se fera que le 29, le 30 et le 31. Alors, décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Je suis ici sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis. Nous sommes, on est quoi déjà? Attends, on est déjà le 7 mai. Incroyable, enfin non, demain. Le 7 mai, donc, vous pouvez noter qu'il n'y a pas de petit astérix, donc pas de mise à jour des projections macroéconomiques. Ce mercredi à 8h, vous aurez 2 éléments qui comptent. Tout d'abord, le communiqué de presse. Donc c'est éventuellement dans le communiqué de presse. En fait, c'est là, hein, vous savez, le premier instrument de politique monétaire, ce sont les mots. Eh bien, les mots que va choisir Jérôme Powell vont permettre de savoir concrètement comment il se positionne par rapport à l'administration Trump. La désinflation a repris aux États-Unis. La désinflation, je vous montre les 2 métriques majeures de l'inflation. Checkez-moi ces courbes. Elles ont bien repris la direction du sud. Nous sommes quasiment à la cible de la Fed. Pas tout à fait. 2,4 ici pour le CPI, 2,3 pour le PCE. La cible de la Fed, c'est 2. Mais vous constatez comme moi que les courbes du régime des prix ont repris la direction du sud, en accord d'ailleurs avec l'inflation temps réel,
qui elle se maintient tout en bas. L'idée en fait c'est de savoir ce que Jérôme Powell va en penser, est-ce qu'il a confiance. Le marché du travail américain ne lâche rien, le taux de chômage aux États-Unis se maintient tout en bas, donc pour le moment la guerre commerciale ne met pas la pression sur l'emploi aux États-Unis, il n'y a effectivement pas d'urgence à baisser les taux, mais il n'y a pas non plus de récession économique aux États-Unis. Alors l'idée c'est, voilà, est-ce que Jérôme Powell va se cacher derrière le risque de rebond de l'inflation ces prochains mois en lien avec la guerre commerciale, mais là aussi c'est lié à ce que va donner la diplomatie commerciale, car s'il y a des accords commerciaux, le risque d'une vague inflationniste, en tout cas d'un rebond des taux d'inflation sera limité, et encore une fois, rappelez-vous que la part des prix aux États-Unis qui est liée au commerce international est quand même assez réduite, et que même dans les calculs des taux d'inflation, je ne vous refais pas la démonstration sur ce sujet, la partie des biens industriels liés au commerce international, c'est que 15-20% du calcul de l'inflation. Vous avez par exemple un bon 30-40% qui est sur l'immobilier. L'immobilier, la guerre commerciale, rien à cirer. Bon, mais peu importe. Les consommateurs s'inquiètent. Et effectivement, si on n'aboutit pas à des accords commerciaux, qu'on repart dans une guerre commerciale à outrance des tarifs douaniers, ça va commencer à peser sur les prix. Donc c'est vraiment l'enjeu de la semaine. Juste à titre de comparaison, je vous montre ici en bleu le taux de la Fed, donc qui ne baisse plus depuis le début de l'année, et celui de la BCE, parce qu'en Europe, il n'y a plus d'inflation. Regardez, là, j'exagère, mais typiquement, le dernier taux d'inflation en France qui a été publié, c'est 0,8. On est revenu sur un monde pré-Covid. Alors, on n'est pas revenu au prix d'avant, parce que là, pour ça, il faudrait une déflation, une baisse des prix. C'est pas le cas. La désinflation, c'est des prix qui montent moins vite, qui reprennent leur rythme de croisière. Mais tous les gains de prix qu'on s'est mangés en 2021-2022, on se les mange encore au quotidien. Mais donc, l'idée, c'est de savoir est-ce que la Fed va venir s'aligner sur la BCE. Ça c'est ce que veut Donald Trump. Donald Trump, lui, il veut ça. Il veut un drop des taux de la Fed vers 2,5-3, ce qu'on considère comme le taux neutre. Alors, le marché n'y croit pas, malgré la pression maximale que met Donald sur Jérôme, le marché n'y croit pas. Le marché n'y croit pas parce que la Fed, elle est indépendante. La Fed, elle a été créée par le Federal Reserve Act de 1913 sous Woodrow Wilson, donc qui était aussi président des États-Unis jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, et même au-delà. Et en fait, à chaque fois que ce Federal Reserve Act a été amendé, c'était pour rendre la Fed. J'ai essayé de scroller, de surligner une image. Ça c'est bien, Vincent. C'est parce qu'il est tôt. Donc, la Fed, elle est indépendante. Et donc, une faute lourde, une faute grave. Si vous voulez, Donald Trump a compris que trop malmener Powell, ça crée de l'instabilité à Wall Street. Et ça peut faire que la dette américaine soit attaquée. Et ça, il n'en veut pas. Ce dont je vous parlais dans l'introduction, c'était cet exemple-là. À l'époque, donc, Richard Nixon, il a été élu président des États-Unis pour un premier mandat de 1969 à 72. Année complète, ça fait 4 années complètes. Et 69, 70, 71, 72. Et donc, lui, en fait, Nixon, dès 1970, il pense à la prochaine élection. Et il a mis une pression de psychopathe sur Arthur Burns. Et donc, Burns a baissé les taux. Et ensuite, il a fallu les remonter parce qu'il y a eu une vague inflationniste, il y a eu le choc pétrolier, il y a eu plein de choses. Mais Burns avait fini par céder. Et ça, c'est le rêve. C'est le rêve de Donald Trump. Il y a beaucoup de choses qui vont être annoncées ce soir dans le communiqué, notamment des éléments ça c'est le dernier communiqué, des éléments qui concernent le bilan de la Fed. Donc, il y a énormément de choses mercredi soir. Déjà, est-ce que la Fed va faire une ouverture pour une reprise de la baisse de ses taux d'intérêt ? La Fed avait commencé à ralentir la baisse de son bilan. Est-ce qu'elle va aller encore au-delà sur la gestion de son bilan ? Et c'est très important parce que je vous rappelle la corrélation qu'il y a entre la liquidité nette aux États-Unis et les actifs risqués en bourse. Et surtout, la corrélation avec décalage temporel, que vous commencez donc à connaître parce qu'on en parle depuis plusieurs semaines, et que c'est très développé sur les chaînes anglo-saxonnes, la corrélation positive qu'il y a avec un décalage temporel. Donc ici, c'est le décalage de 78 jours. Alors 78, 80, 85, 90, naturellement qu'il n'y a pas un chiffre fixe, mais c'est autour de 80 jours. Et dans cette courbe orange, en fait, vous avez l'addition, vous savez, des
des offres monétaires des principales économies mondiales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans toute cette hausse ici, ça a été beaucoup le M2 européen, le M2 chinois, et pas beaucoup le M2 américain. Et ce M2 américain est directement tributaire de ce que la Fed envisage pour sa politique monétaire. Plus les taux baissent, plus le crédit est facile, plus il y a du crédit, plus il y a de la production de crédit, plus l'offre monétaire augmente. Et pour ça, c'est inversement corrélé à la... Prenez l'exemple en France. Les taux d'intérêt et crédit immobilier sont passés en un an sur un crédit sur 20-25 ans de 5%, maintenant on est à 3%. La production de crédit a fait plus 40%. Bon, voilà. Et derrière, c'est de la liquidité qui arrive dans l'économie réelle. Et puis encore derrière, elle arrive en bourse. Donc l'enjeu, en fait, c'est ça. C'est le M2 américain. C'est le M2 américain. Et ça, c'est l'enjeu de la Fed. Et on va vraiment voir donc ce que Powell nous annonce. Et pour moi, ce qui va vraiment compter, c'est notamment sa confiance dans l'inflation. Est-ce que déjà, il va reconnaître les progrès de l'inflation? Et va-t-il mettre un bémol quant au risque de la guerre commerciale ou pas? Ou va-t-il avoir un discours du type « Bon, la diplomatie commerciale s'est engagée, finalement le risque de rebond de l'inflation a diminué, en plus les courbes sont baissières, les taux d'inflation, voilà, on ne sait pas en fait. » Là, le gars il dort plus en fait, il choisit bien ses mots parce que Donald, boum, dès que le communiqué sort, Donald il va être focus sur le communiqué, le mec il va être sur les réseaux sociaux, prêt à le déglinguer quoi, ou pas. Donc ça c'est vraiment ce qui va être important pour la suite des événements. Alors attention, le dollar américain. Alors attention, oui et non, cette baisse du dollar US, on finira par en profiter. Il est complètement survendu le dollar. Ça, je suis content parce que c'est vraiment un scénario qu'on a vu ensemble. Et notamment, il y a quelques semaines déjà, lorsque la position nette institutionnelle croisait à la baisse la ligne de zéro, on arrive sur un niveau de positionnement net baissier qui peut faire support. On voit qu'on est déjà allé plus bas en 2020-2021, mais attention, on arrive quand même au contact ici de cette zone. Alors, il n'y a pas de sujet, hein. Si vous prenez le dollar américain par exemple en données mensuelles, ça c'était mon scénario, c'est ça, le ABC c'est ça. Donc on est dans cette vague C. Bon, l'idée c'est, voilà, cette vague C, où elle peut se terminer. Si on fait un A égale C, ça peut nous emmener jusque-là d'ici la fin de l'année. Regardez en données mensuelles, avec le système Ishimoku mensuel, maintenant c'est bear, c'est baissier sous ce niveau, mais la chose c'est que en données hebdomadaires et journalières, ça commence à être survendu. Direz-vous, la survente n'est pas une condition de rebond. Il faudrait au moins une div, mais tout de même, bon. De toute façon, tant qu'on se maintient là-dessous, c'est bear. Et voilà, disons que si la Fed ne lâche rien, si la Fed ne fait pas d'ouverture vers des baisses de taux, le truc pourrait potentiellement reprendre en fait tout ça, quoi. Comme ici, regardez, il était sorti par l'eau, il a réintégré. Bon, vous voyez, donc ça va être un indicateur important de la suite. Et le marché, de toute façon, pour les actifs risqués, pour les prochains mois, c'est vraiment la Fed. Il faut qu'elle dise qu'elle voit les progrès de l'inflation, qu'elle voit la reprise de la désinflation, et qu'elle fasse des ouvertures vers quelque chose qui soit plus accommodant. Ça peut concerner son bilan, pas forcément les taux. Ça peut concerner son bilan. Bon, lorsqu'on regarde l'euro-dollar, il bloque sous les 1,15, qui était cette grosse résistance ici, cette ligne de tendance. Lorsqu'on va regarder le positionnement institutionnel, là aussi le croisement de la ligne des 50%, c'est-à-dire plus de 50% des positions institutionnelles qui sont bullish, c'est encore un gros signal bullish. C'est inversement corrélé au dollar américain, et je me dis que ça peut aller chercher jusque-là. Bon, en pratiquant le chartiste sur une courbe du rapport cote, faut voir, hein. Mais bon, dans tous les cas, il va falloir surveiller le dollar, et bien sûr les taux, suite à la Fed ce mercredi, sachant que la vol commence à être énorme, notamment face aux devises asiatiques. Regardez par exemple ce mouvement inédit sur le dollar américain face au dollar de Taïwan. Donc il y a vraiment de la vol sur le dollar. Il y a de la... Ou par exemple, regardez l'USD HKD qui est revenu sur le fameux PEG des 7,75, puisque l'autorité monétaire de Hong Kong en fait contrôle le régime d'échange. Et là, et essaie d'acheter un max de dollars pour défendre cette zone, sachant que la Fed arrive en plus. Donc, bon, est-ce que la Fed, ça va être en tout cas un baromètre important à suivre. Et clairement, je vous dis, là, le marché, avec la résilience de l'économie américaine, quand je parle de résilience, c'est le taux de chômage, hein,
Le marché n'envisage plus de reprise des baisses de taux avant le 30 juillet. Je vous rappelle que Donald Trump, lui, il veut des baisses de taux immédiates. Il n'y en aura pas mercredi 7 mai. Disons que si Jérôme Powell ne fait pas une petite ouverture dans le communiqué de presse sur des dates comme le 18 juin ou 30 juillet, j'en connais un qui va s'énerver. Et bon, vous voyez, il y a un peu quand même cette incertitude de la relation entre les deux hommes, entre l'administration Trump et le pouvoir monétaire qui est indépendant. Alors, la Fed, alors le marché action s'est bien repris. La clôture mensuelle du mois d'avril a permis de préserver tous les supports. Ça, c'était une bonne chose sur l'action des prix. Le momentum montre tout de même qu'on va rester dans une phase de volatilité. Prenez ici donc la représentation graphique en bougie japonaise weekly. On a tenu les supports, on a fait des renversements aussi, ça ressemble un peu à la structure du Covid. Ok, très bien. Maintenant, on arrive au contact d'une résistance qui est importante, qui est cette fameuse moyenne mobile à 200 jours. Et si vous voulez, c'est un peu la frontière. Si le marché est capable de reprendre sa moyenne mobile à 200 jours, on repart, on fera de nouveau plus haut. On voit bien qu'elle a vraiment un rôle, le marché baissier, le bull market, le marché baissier, le bull market. Et donc là, on y revient. Donc, il y a eu un beau rebond, on a tenu les supports. Ça, pour refranchir 5008, qui était la ligne de coup du double top, plus la SMA 200, il va falloir du fondamental. Alors, ça peut être un accord commercial États-Unis-Chine, ou quelque chose qui concerne la Fed. Ce sont les deux piliers, la diplomatie commerciale États-Unis-UE, États-Unis-Chine, et l'aspect réserve fédérale. Ça va pas passer comme ça. Ce que je veux dire, c'est que voilà, la première quinzaine du mois de mai peut voir une pause. On a quand même tout ça sous les pieds. Donc c'est pourquoi, encore une fois, je veux dire, même Bitcoin a une marge de manœuvre. 89, 90, si ça reteste, pour moi, c'est pas très grave. Techniquement, ça tient la route. Et ça pourrait correspondre à, par exemple, ça. On revient, on reteste. D'ailleurs, j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku. Vous voyez, on reviendrait tester la Tenkan, et puis on viendrait se poser là, et ça repartirait. Enfin, en tout cas, après 4 semaines consécutives de hausse, ce ne serait pas surprenant que si la Fed arrive et qu'elle ne lâche rien, qu'elle rappelle qu'elle est indépendante, etc., les actifs risqués connaissent des phases de prise de profit à court terme. Pour la suite, moi, je ne m'inquiète pas. Ça, je vous remonte ce graphique d'analyse quantitative. À chaque fois, les creux majeurs ont été confirmés par le fait que lorsque vous aviez moins de 20% d'actions du S&P 500 sous la moyenne mobile à 50 jours, qu'on ressortait de la zone par le haut, c'était un creux majeur. À chaque fois, des bottoms majeurs de phase de baisse. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé. Maintenant, à court terme, effectivement, ça peut marquer une petite pause par ici. Alors, Bitcoin sur le plan technique. Bon, alors, déjà plusieurs choses. Il y a eu le retour dans cette phase de rebond, cette belle phase de rebond. La phase de rebond, c'est celle-ci, hein, celle du pullback sur cette ligne de coup. Alors, pour certains, une tasse avec anse, encore une structure en épaule tête épaule inversée. Je vous l'accorde, l'épaule tête épaule inversée, elle est un peu imaginaire, mais en fait, peu importe, c'est la structure qui compte, c'est la structure de prix. C'est le fait d'avoir défendu de cette zone, c'est le fait d'avoir défendu l'ex-ATH. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette phase de reprise ici, de rebond, il y a eu un retour des inflows sur les ETF BTC, identique à ce que furent les inflows lors du breakout. Donc, ça, c'est plutôt positif. Les supports ont été tenus, la moyenne mobile à 50 jours. On est toujours donc dans une structure héliotiste de VAX 5 en développement. Je vous renvoie vers ma vidéo de la semaine dernière en vous expliquant que pour début juillet, je visais cet intervalle. Ok, très bien. Maintenant, à court terme, prendre le temps. Il faut prendre le temps. La grosse zone support, c'est là. C'est 89-93. C'est là où passent toutes les moyennes mobiles, le fameux enchevêtrement des moyennes mobiles. Et moi, ça ne m'inquiète pas si on doit retester ça. Et repartir, ça ne m'inquiète absolument pas. Et je veux dire, un scénario qui est possible, c'est la première quinzaine du mois de mai, revenir retest, puis terminer le mois de mai ici. Moi, c'est le scénario que je vous propose, qu'on termine le mois de mai autour des 100. Donc, bon, d'ici le 31 mai. Il y a une phase d'incertitude, par contre, cette première quinzaine de mai, avec la Fed demain, on ne voit pas trop la Fed courber les chines, à moins qu'elle annonce des choses un peu accommodantes du côté de son bilan. Mais il y a donc la place ici pour faire ce retracement, retester la SMA 200. De toute façon, on voit bien que c'est la grosse zone support. Vous avez ici l'ancien range. Je vous remontre ici la corrélation positive entre Bitcoin et la liquidité mondiale M2, donc qui nous annonce une phase de hausse, certes erratique, encore une fois, erratique, mais une phase de hausse erratique, beaucoup plus erratique que celle qu'on a eue ici en novembre, jusqu'à début juillet.
On voit très bien que cette partie-là, il n'y a, pas de- il y a, pas- il y a pas de stress technique à revenir, par exemple, retest et repartir. Retest et repartir. C'est une possibilité. En tout cas, nous sommes en reprise tant que le marché défend cette zone ici sur le cours du BTC. C'est une zone support qu'on retrouve, qu'on peut affiner si je prends le prix réalisé court terme en analyse on-chain. Alors, il est à 93, ça c'est vraiment un support très court terme. Je ne sais pas si on tiendra à 93. Mais encore une fois, on voit que dans tout son cycle, Bitcoin a régulièrement malmené un peu ce niveau. On est par exemple ici en octobre dernier, il était repassé un peu en dessous, parce qu'il n'avait pas relancé la baisse. Donc on peut un peu le tournoyer autour de ce niveau. Si je reprends le Rainbow Chart, eh bien, ça nous redonne le 89, on a réintégré la bande, ça correspond bien à cette zone de prix. Pour moi, la zone de prix à tenir, pour croire en fait à davantage de reprises. C'est la zone de prix en fait à tenir. Les 89-90, la partie basse de l'ancien range, l'enchevêtrement des moyennes mobiles, la SMA 200, c'est la zone de prix à tenir pour croire à la poursuite de cette corrélation positive entre Bitcoin et le M2 mondial. Et dans ce M2 mondial, vous avez les perspectives du M2 américain. Et ce M2 américain, c'est les perspectives de taux de la Fed, c'est le bilan de la Fed. Donc c'est popo. Bon, ça fait partie des graphiques dont je vous parlais déjà. J'aime bien la structure que fait progressivement la market cap de l'USDT. Ça va être inversement corrélé à BTC avec cette divergence baissière cachée qui était sympathique. Ensuite, en termes de cycle actuel par rapport au cycle passé, un état des lieux de nous en sommes actuellement avec un graphique à jour, où vous avez de manière assez intéressante une corrélation inversée avec le cycle de 2020 et une corrélation positive avec le cycle de 2016, qui sont les dates de halving. Donc ça, c'est quelque chose qui semble encore bien fonctionner. Donc notre cycle se termine en octobre-novembre prochain, si on fait de la répétition de cycle jusqu'au bout. Et donc, là, vous avez le cycle de 2020, donc en corrélation inversée. Voilà, c'est la structure, on voit bien, c'est inversé. J'ai aligné en termes de timing, avril, je trouvais ça marrant qu'on ait deux patterns complètement opposés. Mais vous voyez que même lui était revenu retest. Donc ça peut retest et repartir. Il y a de la place techniquement. Par contre, faut pas recasser les 89. Et donc, et au contraire, donc ça c'est ce qu'avait fait sur la même période, dernière année d'halving, en avril, mai, juin, le fameux cycle de 2016. Donc lui qui était bien bullish, Bon, alors, l'ETH, Ethereum, alors, plusieurs choses. Déjà, rien n'a changé. Il faut tenir l'ATH dans l'ancien cycle, les 1530$. Pour l'instant, c'est le cas. Et pour repasser bullish, il faut refaire sauter 2130. Okay. Ça n'a pas changé. Maintenant, il y a toujours le ratio ETH-BTC à surveiller. Lui, il est vraiment revenu au point de départ du cycle bullish de 2019 ici. Mais regardez, à l'époque, il avait fallu un double bottom. Et c'était reparti. Figure de renversement aussi. Creux, ligne de coup, boum, et ça part. Donc, on est sur une base de départ. Il n'y a pas encore de structure. On est quand même sur une base où on a encore envie d'y croire. D'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'il y a un retour, ces dernières séances, des inflows sur les ETF, ETH. Ça, c'est quelque chose qui est positif. Maintenant, il y a un support, c'est bien, mais il faut une pattern, il faut quelque chose. Ce quelque chose est manquant pour le moment. Mais voilà, moi j'y crois encore. Je pense que on peut y croire tant qu'on tient. Donc c'est cet ancien record. Il y a des bouts de choses un peu plus intéressantes. Alors, le BNB, lui, tout le monde a en tête ça. Tout le monde a en tête ça. Voilà, quand il cassait son truc et quand ça partait. Là, c'est la compression la compression à la fois de l'espoir et de la peur. Et dans un cycle qui n'est pas terminé, le BNB, il tient son Kumo Weekly, il tient sa trendline, il fait encore du machin par ici, et puis il passe. En tout cas, lui, sa structure est complètement inchangée, semaine après semaine. Solana a tenu les 100$. On voit que ça se met en neutralité dans le Kumo Weekly. Mais bon, au-dessus des 100$,
On peut estimer que c'est une base importante qui a été formée. Maintenant, voilà, on est... Prochaine étape, il faudra être capable de refaire sauter EMA 200, SMA 200 pour vraiment repartir. Et tout ça, bien sûr, sera lié à BTC. Virtual. Alors, ça, c'est un joli chart. Vous avez ici la market cap. On voit qu'en termes de market cap, il y a du potentiel. 900 millions, c'est monté à 4 milliards. C'est monté à 4 milliards. Où est-ce que je l'ai passé? Boum, boum, virtuel, c'est là. Alors, une 1, une 2, une 3, une 4. Bon, manquerait-il une 5 peut-être? Bon, ça repart. Là, je suis en log, c'est pour ça. Là, je suis en arithmétique. Ça semble être parti. Bullish au-dessus des SMA 200. Bullish au-dessus du couple EMA SMA 200. Ici. Suracheté un peu à court terme. Ici, c'est la grosse zone. C'est la grosse zone à tenir. Vous voyez que c'est assez propre. Le refranchissement du Kumo. Ici, le franchissement du Kumo, le bull market. La cassure du Kumo, le bear market. Le refranchissement du Kumo, le bear market. Le bull market. Haussier au-dessus des SMA 200. Bon, je pense petit à petit, ces prochaines semaines, arriver à retrouver cette zone-là. Voilà, chers amis. Eh bien, place à Jérôme Powell le mercredi 7 mai. Salut.